Oui, salut tout le monde. Moi, c'est Simon Forget et j'enseigne en univers social, donc géographie, histoire au secondaire, depuis maintenant environ 10 ans. J'ai été vraiment, je travaille actuellement, à vrai dire, au privé, dans l'école Académie hébraïque à Côte-Saint-Luc, dans le fond, sur l'île de Montréal, un peu dans l'ouest. C'est une école privée juive, mais pas les écoles juives qui font les nouvelles, là, comme je dis souvent, c'est une bonne école juive quand même, mais elle ne fait pas partie de la grande fédération des écoles privées, elle fait partie d'un autre réseau. Mais évidemment, je suis tout ce qui est progression des apprentissages et ce qu'on parlait en introduction. Avant ça, j'ai travaillé également au Collège Laval à Laval. Sinon, j'ai travaillé aussi dans la rive sud de Montréal. J'ai travaillé entre autres à André-Laurando, à Saint-Hubert. J'ai également travaillé à Grand-Coteau, à Sainte-Julie et diverses écoles un petit peu partout dans le Grand Montréal. Et sinon aussi, par rapport à tout ce qui est jeux vidéo, je suis rédacteur en chef du magazine Multijoueur, qui est un magazine qui est actif depuis plus de 6 ans. Alors, depuis quand même un bon moment, j'observe activement la création des jeux vidéo, le rôle du jeu vidéo au niveau local à Montréal, à quel point c'est grand et important. Alors, évidemment, ces deux passions-là se mélangent assez facilement ensemble, jeux vidéo et géographie et histoire. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment intéressé avec ça et je suis content d'être ici. Parfait. Bonjour. Donc, mon nom, c'est justement Jean-François, sous l'anonyme King Troll. J'ai été diplômé de l'Université de Sherbrooke en 2010 en enseignement de l'éducation physique. Donc, je suis un enseignant d'éducation physique en premier temps. J'ai travaillé dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et plus récemment, dernièrement, dans les 7 dernières années au cégep. Donc, toujours principalement en éducation physique, mais j'ai travaillé aussi avec les groupes d'ADAPS, donc des groupes d'étudiants habituellement avec plus de difficultés. Et actuellement, je suis enseignant en anglais aussi à l'école secondaire. Donc, précarité le dit. Donc, c'est souvent comme ça les premières années. On est trimballé à gauche puis à droite. Donc, mon cursus professionnel, si vous voulez, est principalement axé sur l'activité physique puis l'enseignement et la pédagogie. C'est ce qui m'intéresse le plus. Puis dans mes passe-temps, j'ai un passe-temps qui était pas comme les autres élèves qui étaient avec moi dans ma cohorte d'éducation physique. J'adorais les jeux vidéo. Donc, j'adore ça. J'en ai plein. J'en ai joué. Je joue encore. Je pensais arrêter un jour. Ça n'a pas vraiment eu lieu. Donc, j'ai réussi maintenant à comme essayer. J'essaie le plus possible de combiner cette passion-là que j'ai dans mon passe-temps, les jeux vidéo, et dans ma vie professionnelle, puis de réussir à mettre les deux ensemble le plus possible quand je suis capable de le faire. Donc, aujourd'hui, je suis là pour faire ça. Dans le fond, un peu comme Jean-François disait, moi aussi, dans le fond, j'ai travaillé ma bosse un peu partout avec la précarité. J'enseigne depuis 2006 dans la région de Montmagny, principalement de l'anglais. Ma formation principale était en univers social, mais souvent dans le domaine de l'enseignement, on en vient à toucher un peu à tout. Donc, l'anglais a été pas mal ma bosse depuis proche de 14 ans. Sinon, j'ai enseigné d'entrepreneuriat, j'ai enseigné en adaptation scolaire, j'ai même enseigné les mathématiques. Donc, on en vient à toucher un peu à tout. Mais sinon, j'ai participé à différents projets en lien avec le e-sport depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai donné de mon temps à la Ligue Cyberespoir, qui était un projet dans le fond de ligue scolaire qui avait été mis en place, qui a continué dans le fond avec la Ligue collégiale de sport électronique puis la Ligue secondaire. Sinon, j'ai mis en place un programme à l'école dans le fond que j'enseigne depuis 2 ans, 3 ans de justement dans le fond de monter des équipes de sport électronique pour pouvoir compétitionner contre d'autres écoles. Et puis ça se résume pas mal à ça. En classe, c'est un peu toujours difficile de dire hey, on s'installe et on joue. Mais j'ai testé quelques différentes choses, en fond, qui ont fonctionné plus ou moins bien, mais il y a, dans le fond, des choses qui sont vraiment intéressantes d'essayer en classe. Je prends par exemple, dans le fond, pour la gestion de classe, dans le fond, ça vient du coin de Sherbrooke, mais il y a un programme qui s'appelle Classcraft. Il y en a peut-être qui connaissent déjà, mais qui c'est que finalement, comme une gestion d'émulation, dans le fond, pour chaque jeune crée son personnage et tu peux donner des récompenses en classe, comme dans le fond des exemptions de devoirs, des trucs du genre, puis les jeunes, dans le fond, gagnent de l'expérience selon leur comportement aussi en classe, ce qui est vraiment super. Pardon. Mais je vous dirais sinon, j'ai testé certains en anglais, c'est un terrain très propice, en fond, à utiliser, dans le fond, les jeux vidéo. On s'entend que bien des gens ont appris leur anglais probablement
jouant, tout simplement. Mais j'ai essayé même des jeux questionnaires en classe aussi. Ben oui, à vrai dire, je l'ai même fait v'là juste 3 semaines avant qu'on tombe en confinement. Il faut que j'établisse quelque chose, c'est que le type de clientèle, et là, pour ceux qui sont peut-être pas habitués avec le monde de l'éducation, le mot clientèle, des fois, sonne un peu aliénant, mais c'est le genre de terme qui est utilisé, c'est juste pour dire les gens qui sont présents avec le service, dans le fond. Le type de clientèle que j'ai, c'est une école plus anglophone. Peut-être le tiers est francophone, mais ça parle plus ou moins français à la maison. Alors, en d'autres mots, c'est des gens qui sont pas si à l'aise que ça en français, mais mes cours se font 100% en français et je donne exactement le même travail, cahier d'activité, tout ça, que dans une école, quand j'enseignais au public francophone, par exemple. Alors, je garde tout le temps ça en paramètre quand je choisis mes activités, mais voilà 3 semaines en histoire, ben, c'est sûr et certain que les Assassin's Creed en Discovery Mode, c'est fantastique. J'ai la chance d'avoir un écran dans ma classe. Je donne la manette à un élève et j'explique les contrôles. Et là, je donne certains objectifs pour... je vais peut-être en parler plus tard. Là. Je ne vais pas trop parler de mon amour d'Assassin's Creed, mais ça, je l'ai déjà fait. Présentement, et c'est ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait aussi il y a quelques années, j'ai un serveur Minecraft pour l'école. Et l'idée là-dessus, c'est pour encourager les élèves à avoir un comportement social... apprendre des notions de partage et des choses comme ça, tout simplement, mais aussi savoir travailler la communication en français. Quand les élèves veulent me demander des services, veulent me demander de l'aide ou des choses comme ça, parce que des fois, je joue aussi, ben, ils doivent m'écrire en français. Et des fois, c'est la seule occasion que, en dehors de l'école, ils vont communiquer en français parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge adulte où est-ce qu'ils vont se promener dans le Québec et tout ça. Alors, pour eux, c'est une des premières fois qu'ils ont vraiment une vraie expérience en français. Alors, j'utilise Minecraft aussi. Jimmy parlait de Classcraft. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a du potentiel avec l'idée, mais ça demande un paramètre vraiment précis. Il faut que tout le monde ait le même appareil et tout ça. Puis, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais j'ai essayé. Fait que, ouais, j'ai essayé vraiment plein d'affaires. Puis, je veux dire, tout enseignant connaît Kahoot, par exemple, qui est un genre de jeu quiz que tu peux faire avec n'importe quelle matière, les choix de réponse et tout le monde joue sur son cell, c'est fantastique. Alors, j'utilise un peu tout ça. Ben, moi, ma première expérience avec les jeux vidéo dans un cadre pédagogique, c'était en 2011 dans ma classe d'ADAP. Donc, c'est des élèves avec des difficultés d'apprentissage souvent. Puis, c'était un cours où j'étais titulaire de classe, où je faisais entre autres la physique. Donc, on avait vu les types de ponts. Et lorsqu'on a fait la théorie, donc quand tu parlais de connaissances et d'habiletés, donc on a vu les premiers savoirs au niveau théorique où je présentais les différents types de ponts, les ponts à piliers, les ponts avec un arc, le pont suspendu, etc. Et là, ensuite, mes étudiants allaient à l'ordinateur. Et là, c'était facile parce qu'ils pouvaient ouvrir une page web puis on avait accès à Minecraft. Et là, ils pouvaient créer leur propre pont avec le type de pont qu'ils voulaient puis ils m'expliquaient quel type de pont qu'il avait fait. Et là, c'était un savoir-faire. Donc là, il était capable de réappliquer les connaissances qu'il avait apprises puis de le mettre en situation de jeu. Et à la fin, lorsqu'ils avaient créé leur pont, ils pouvaient l'imprimer puis l'amener à leur bureau. Puis là, ils étaient comme fiers de ce qu'ils avaient accompli par rapport à ça. Donc ça, on avait vraiment une belle progression qui était possible de le faire. Et ça, même il y a plusieurs années. Et ça, c'est vraiment directement sur les connaissances puis sur les savoirs qu'on peut réussir à acquérir par rapport à ça. Ensuite, j'utilisais aussi le jeu vidéo comme étant une façon de gérer ma classe. Donc, étant donné que c'était des étudiants qui étaient assez difficiles, donc des fois, les fins de cours étaient plus difficiles, j'avais amené mon écran cathodique là, que j'avais mis dans le fond de la classe complètement, un GameCube avec NHL Hits 2003, meilleur jeu de hockey de tous les temps. Et les étudiants pouvaient jouer, entre autres, à ça. Donc, lorsqu'il restait un peu de temps puis que ça s'était bien passé durant le cours, ils pouvaient jouer justement 4 joueurs en même temps. Les classes, c'est des petites classes, c'est des classes entre 8, c'est des classes de 12, 13, mais habituellement, il en manque tout le temps plusieurs là, qui sont en expulsion ou vie difficile. Donc, ça faisait en sorte que j'avais des classes qui tournaient tout le temps autour de entre 6 et 8. Donc, c'était juste une télé, puis ça, c'était suffisant, là, tu sais. Donc, ça fonctionne vraiment, c'était vraiment bien pour ça. Récemment, avec mes cours en anglais, j'ai eu un cours avant la semaine de relâche que je voulais faire une espèce de cours bonbon plus intéressant. Donc, j'ai amené Baba Is You, qui est un petit indie game sorti récemment. Je sais pas si vous connaissez, mais Rock is Rock, Rock is Flag et Wall is, c'est ça. Donc là, il faut jouer avec les règles, puis bouger les mots, puis réussir à utiliser les déterminants comme il faut. Donc, vraiment, là, le jeu a réussi à combler certains de mes étudiants. Il y en a d'autres qui étaient très frustrés. Il y en a d'autres qui n'aimaient pas apprécier. Mais c'était une expérience agréable quand même à expérimenter sur un cours, disons. Excellent. Donc, un peu comme j'ai expliqué tantôt avec la situation de Minecraft, ici, c'était plus facile de faire l'évaluation étant donné que le résultat était fait sur le jeu vidéo. Donc,
l'évaluation était le pont qu'ils ont dessiné, puis là, il avait imprimé, puis qu'ils me le donnaient. Donc, le pont qu'ils avaient dessiné, il devait être capable de me dire c'était quel type de pont, puis qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était identifié, qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était un pont suspendu, ben c'était à cause des barres, puis à cause des petites lignes qu'ils avaient prises pour faire tenir le pont, etc. Donc, l'évaluation était facile à partir de là. Puis, je pouvais demander à un autre étudiant, tel élève a fait tel pont, est-ce que tu es capable de me dire ce pont-là, c'est quel type de pont? Donc là, ils pouvaient réussir à répondre, puis l'évaluation était faite de cette façon-là. Par contre, un peu comme tu as expliqué, le savoir-faire, utiliser un jeu vidéo puis évaluer le savoir-faire, c'est quand même assez difficile. Je crois que c'est un petit peu plus facile d'utiliser le jeu vidéo pour réussir à développer des savoirs, donc des connaissances points. Donc, on parlait d'Assassin's Creed, entre autres, où justement, l'élève explore puis apprend, donc il emmagasine l'information, il découvre des nouvelles choses, mais il n'est pas capable encore de mettre tout ça en perspective puis de mettre en place. Donc, c'est sûr que évaluer ça devient difficile parce que tu peux pas savoir s'il est vraiment actif durant ce processus-là d'apprentissage. Cependant, c'est après, et c'est là vraiment qui est important, c'est d'avoir un outil pédagogique qui va réutiliser ces apprentissages-là pour donner un résultat qui est concret. Donc, ça veut dire que lorsqu'il a fait son exploration Assassin's Creed, s'il y a, exemple, un livret de bord, puis là, il peut dire « Ah, j'ai vu telle place et telle place, j'ai vu telle information », puis il y a une espèce de, peut-être une chasse au trésor qu'il doit réaliser dans ses travaux et autres. Et là, il va pouvoir réussir à aller chercher ces informations-là, puis compléter un compte-rendu qui va être possible d'être évalué à partir de ce niveau-là. Donc, l'important, c'est d'être capable de produire un résultat suite aux apprentissages. Ouais, ça ressemble beaucoup, dans le fond, à ce que Jeff disait, c'est que le jeu vidéo, dans le fond, devient un peu ta plateforme d'introduction. Tu peux voir soit un contenu, dans le fond, en tant que tel, ou tu vas voir, dans le fond, tu vas donner le goût, dans le fond, à vouloir découvrir quelque chose, mais de venir à évaluer, dans le fond, et de venir à se servir du jeu, dans le fond, pour vraiment saisir l'élément que tu voudrais savoir. Est-ce que l'élève, dans le fond, a appris ce que tu voulais, dans le fond, qu'il apprenne, tout simplement. Ça devient un peu plus difficile. Mais il y a des moyens, d'ailleurs, dans le fond, ceux qui sont, je l'ai partagé sur le groupe dans le fond, dans le channel général de Gamers en quarantaine, mais c'est un projet, dans le fond, qu'un ami avait mis en place, dans le fond, qui s'appelle Jean-François Gosselin, mais on parlait beaucoup de Minecraft tantôt. Lui, il avait mis en place, les jeunes devaient refaire une structure par rapport à la guerre de la conquête. Fait qu'il y avait des éléments vraiment précis à mettre en place en lien avec la guerre de la conquête. Fait que tu pouvais le voir directement dans le jeu. Finalement, est-ce que les éléments sont présents? Est-ce que les choses, dans le fond, qui étaient vues étaient, dans le fond, présentes dans ce qui avait été construit, donc tu pouvais l'évaluer directement. Mais c'est certain que pour la plupart des notions ou des contenus qui sont à même les programmes de formation, c'est pas parfait présentement pour dire hey, j'ai un jeu, voici dans le fond mon évaluation, mon examen va être parfait, est-ce que tu as réussi dans le fond tel niveau? C'est pas aussi simple que ça, mais c'est souvent dans le fond une belle porte d'entrée pour aller chercher l'intérêt de certains élèves en particulier. Si on parlait de clientèle un peu plus difficile, on se le cachera pas, souvent des fois c'est la seule chose dans le fond qu'ils connaissent ou qui sont à l'aise, fait que ça fait dans le fond, une façon de pouvoir venir enseigner ou dans le fond, venir juste dire hey, ce que je veux te montrer, c'est intéressant, c'est important. Puis c'est certain qu'il y a des belles plateformes qui ont été développées dans les dernières années. On parlait, Assassin's Creed et Minecraft vont revenir souvent, je pense, dans la discussion de ce soir. C'est vraiment des plateformes qui sont très bien montées, très bien développées. Si on regarde, dans le fond, ce qui a été fait du côté d'Ubisoft, il y a un travail avec des vrais historiens. C'est juste phénoménal. Moi, je me souviens... un de mes amis avait été visité... Et Willem Ferron, précisément, comme historien, qui ont travaillé dessus. Il y a un de mes amis, dans le fond, qui avait été visiter l'Italie, puis il venait d'en parler quand il parlait, dans le fond, de l'ère romaine avec ses élèves, puis il combinait les deux, il a montré dans ses photos de voyage, il a parlé, dans le fond, il avait présenté avec Assassin's Creed 2, dans le fond, qui se passe un peu à la même époque où tu vois Florence, où tu vois Rome, donc c'est des beaux supports, mais c'est encore difficile de dire que je pourrais donner 100% de mon cours seulement sur une base, en fond, de jeux ludiques, là, finalement. Si je peux m'exprimer dessus, ça dépend vraiment de ce que tu veux développer. Je veux dire, moi, dans le cadre de mon cours d'histoire, c'est quand même super difficile d'associer histoire et jeux vidéo tu sais, qui n'est pas coté 18 ans et plus. Ouais. Parce que la plupart des sujets, tu sais, même Assassin's Creed, là, c'est une chance que le mode découverte existe, parce que sinon, tu sais, même d'un point de vue légal, tu sais,
c'est pas, tu marches un peu sur des œufs, je te dirais, là, aussitôt que tu sors un jeu 18 ans et plus, où il y a de la violence cartoony, surtout si tu travailles avec les plus jeunes, du secondaire 1, là, ça rentre peut-être pas dans le rating du jeu, fait que c'est sûr et certain que tu vas peut-être pas avoir l'administration qui va te backer là-dessus. Mais sinon, tu sais, si j'y vais quand même, je pense à League of Legends, Fortnite, c'est pas des jeux qui m'intéressent particulièrement, mais je suppose que si ton but, tu sais, c'est de... Tu sais, si par exemple, tu es dans une école qui a des problèmes peut-être au niveau, soit tu es dans une classe en adapt où tu veux travailler la communication, le travail d'équipe, la synchronisation, voir que chacun a sa force, tu peux faire quelque chose, tu sais, je vois comment ça peut être. Peut-être d'autres jeux aussi, moi, si jamais si on avait énormément de temps et de ressources et de justement le truc qu'on disait tantôt pour évaluer, si on était sûr d'avoir quelque chose d'autre qui vient avec pour justement un peu vérifier les apprentissages ou du moins motiver l'élève à dire t'es mieux de participer ou d'écouter. Il y a peut-être des jeux avec quelque chose de plus narratif. Moi, quand j'enseignais en secondaire 5, on étudiait par exemple le totalitarisme, mais c'est sûr et certain que j'ai pris un jeu comme BioShock. Qui, je veux dire, puise parfaitement dans le monde orwellien et tout ça. Tu peux aller prendre un peu de littérature et d'y aller d'un point de vue jeu vidéo. Fait que tu peux aller prendre d'autres jeux vidéo, mais quand on parle de Fortnite ou des choses comme ça, tout ce qui joue en équipe, tout ce qui est compétitif, je pense que ça te limite pas mal à communication et team building, dans le fond, puis ces choses-là, là, au maximum. Moi, je pense que ça va être limité à ça, puis on pourra jamais aller vraiment plus loin que ça. Ben, moi, dans le fond, ce que je peux parler, c'est peut-être pas dans le fond de ce que j'ai mis en place en classe, mais du projet dans le fond que j'avais mis en place dans le fond au sein de l'école avec l'équipe de e-sport. C'est certain que quand j'ai présenté le projet en tout début, l'idée, dans le fond, ça fait quand même, dans le fond, quelques années que j'avais l'idée en tête. Là, ça doit faire un 5-6 ans que je regardais ce qu'ils faisaient ailleurs, comment, dans le fond, d'autres écoles pouvaient mettre ça en place dans d'autres pays. Puis quand j'ai présenté le projet, c'est dans le fond, c'est il y a 2 ans, la direction de l'école dans le fond où j'enseigne. Lui-même, dans le fond, il y a un gars qui game beaucoup. Et c'est certain qu'il était pas ouvert à l'idée. Malgré, dans le fond, que j'ai présenté tous les avantages qu'il pouvait avoir en lien avec ça, c'est le développement du sentiment d'appartenance, dans le fond, la structure, dans le fond, qu'on peut donner à un jeune, l'organisation, un peu comme finalement quelqu'un qui participe à un sport amateur. Il était vraiment pas chaud à l'idée, disant ben non, ils vont s'isoler. Tu sais, je le vois avec mon gars, il était vraiment fermé à l'idée. Puis plus le projet avançait, plus j'y en présentais, plus finalement il s'est ouvert par rapport à ça. Et je dirais, ça s'est dans le fond conclu au bout dans le fond d'une demi-année où que il m'avait demandé hey, comment ça va le projet. Je dis ben j'ai 3 jeunes qui sont partis au cinéma, ils sont allés voir un film. C'est quoi le lien? Ben, on fait des amis, tout simplement. Puis c'est ça qu'on voulait au départ. Fait qu'il a comme réalisé que, ça ils s'isolent pas, même à la différence, c'est qu'ils finalement, ils ont partagé quelque chose de commun. Puis on a développé, un savoir-être au sein de ces jeunes-là qu'on voulait développer en tant qu'école. Fait que, même maintenant, dans le fond, c'est que dès qu'il y a des possibilités de montant, hey, j'aimerais ça investir dans le projet, ou j'ai d'autres personnes, dans le fond, avec qui j'ai parlé, que on aimerait ça contribuer. Fait que c'est certain que on a une certaine fermeture. Des fois, c'est beaucoup du cas par cas, ça, finalement. Quand on va comparer par rapport aux écoles, par rapport aux directions d'école, il y en a qui sont très 2.0, très ouverts aux technologies, tandis que d'autres sont très, très, très reculés au départ, puis non, je veux pas toucher à ça. Puis les directions d'école ont quand même beaucoup de pouvoir au sein de leur école. C'est certain qu'ils ont des contraintes venant de la commission scolaire ou des centres de services. Là, on verra dans comment que ça change avec le temps. Mais les questions que j'ai eues de la commission scolaire, c'était principalement des questions techniques. Par exemple, l'utilisation au niveau réseau. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il était ouvert à l'idée, puis il laissait dans le fond la direction gérer sa propre école. C'est là que l'expérience que j'ai au primaire, au secondaire puis au cégep, je peux vraiment comparer beaucoup les trois ensemble. Là, et effectivement, au niveau des écoles
secondaire, j'ai travaillé habituellement dans des grosses polyvalentes et habituellement, les directions ont quand même un pouvoir assez important. Ça veut dire que si, exemple, des enseignants ou habituellement un département, ça veut dire l'ensemble, exemple, des enseignants d'anglais ou l'ensemble des enseignants d'histoire arrive avec un projet qui se tient, qui est béton, puis qui aurait le budget pour pouvoir le développer, habituellement, on va aller de l'avant puis on ne sera pas ralenti. Cependant, on parle justement de direction, puis on parle des commissions qui sont des grosses têtes. Moi, c'est aussi avec d'autres enseignants que des fois, il y a un certain blocage de se dire moi, je suis pas à l'aise avec ce genre de matériel-là, ou moi, je suis pas habitué d'utiliser ce genre de matériel-là. Donc, il y a aussi ça qu'il faut réussir à mettre en place, où il faut que les enseignants soient capables de dire, OK, je suis capable d'utiliser ce genre d'outils-là, puis de réussir à les utiliser correctement. Ce qui est malheureusement un peu difficile pour les jeux vidéo, parce que des fois, c'est pas tout le temps friendly user comme d'autres outils peuvent l'être. S'il y a une synergie entre tous les enseignants du même département pour pouvoir réussir à démarrer un projet, c'est certain que tu vas avoir plus de budget, tu vas avoir souvent plus de ressources, puis tu vas être capable d'installer quelque chose de plus gros. Par contre, des fois, ça te demande de faire quelque chose individuellement parce que tu veux voir est-ce que ça peut marcher, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux développer avec ça. Donc, ça se peut que par toi-même, tu décides de faire certains tests, puis ça, c'est ton argent que tu vas sortir un peu de ta poche pour pouvoir tester certaines choses. Puis quand tu vois que ça fonctionne, puis que là, d'autres enseignants dont ton indépendant l'a essayé, puis que ça fonctionne eux autres aussi, c'est là que là, on peut aller de l'avant, puis peut-être faire débloquer quelque chose, puis amener quelque chose de plus gros, où là, tous les élèves, exemple de secondaire 1, vont passer par une activité pédagogique quelconque qui va nous amener à ça. Il faut voir aussi le contraire. Moi, de mon côté, moi, je suis vraiment laissé à moi-même. Je suis le seul enseignant, je suis dans une petite école, je suis le seul enseignant qui sait comment utiliser un ordinateur, là, presque. Bon, j'exagère, là, mais presque. Alors, par contre, j'ai une liberté totale. Je peux faire vraiment ce que je veux. On me fait confiance tant et aussi longtemps que ça respecte bien quand même les choses. Si je n'étais pas intègre, je pourrais faire des affaires de fou là, en matière de jeux vidéo, mais évidemment, je ne ferais pas ça. Donc, j'ai une liberté. C'est génial, cette liberté-là, mais vraiment génial. Mais je suis limité en tant que en matière de ressources aussi. Tandis que moi, je prends une amie et une collègue avec qui j'ai étudié, qui, elle, est dans la commission scolaire Marie-Victorin, Véronique Blouin, qui, elle, sa commission scolaire, vraiment, m'a amené à... le conseiller pédagogique de la commission scolaire a travaillé justement avec Ubisoft pour faire vraiment le fameux carnet de bord qu'on parlait, le fantastique pour Assassin's Creed Origins. Et la commission scolaire vraiment est arrivée avec sa classe et voici 20 laptops de gaming là, pour faire rouler Assassin's Creed Origins. Et bam, toute la classe avait des laptops et ils pouvaient jouer et faire des activités. Alors, c'est pas toujours un frein. Ça dépend vraiment, vraiment de quel acteur qui va influencer dans le fond le développement. Si tu sais que tu as le conseiller pédagogique derrière, si tu sais que tu as la commission scolaire ou tu as même un autre acteur derrière, c'est rare que la direction va être contre ou vice-versa aussi. Là. Ça dépend vraiment des ressources que tu as aussi, je dirais. Ben, moi, de la façon que je vois ça, je pense que c'est une initiative fantastique, mais il faut juste être sûr que ça soit bien intégré. Un peu comme, par exemple, des équipes sportives habituelles. Je veux dire, habituellement, tu veux que ce soit des gens qui s'y connaissent dans le milieu de l'éducation, qui vont s'impliquer là-dedans. Tu sais, tu peux pas... dans une école secondaire, là, je parle à l'intérieur même, moi, je pense que ce serait une bonne idée si tu as des enseignants qui savent vraiment ce qu'ils font. Tu sais. C'est un peu dur à savoir, tu sais, c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas de livre de comment bien faire ça. Mais moi, j'y vais tout le temps avec l'idée de, tu sais, s'il n'y a personne pour gérer ça, s'il n'y a personne pour encadrer des élèves justement dans ce qu'ils aiment, dans ce qui les passionne, mais c'est là que ça peut déborder. Tu sais, ça peut faire des jeunes qui vont beaucoup trop gamer parce que quand ils sont chez eux, tu sais, ou mettons, tu sais, je vais prendre un cas extrême, mettons, il y en a un qui commence à avoir une petite crowd même sur Twitch, puis ça marche, mais il va arrêter, il va tout lâcher, là, il va plus étudier, il va plus dormir, il va peut-être avoir des problèmes même de relations familiales, il va peut-être même mettre en péril sa santé physique et mentale aussi. Alors, le fait que, justement, ça devient un safe space, dans le fond, à l'école, où est-ce que vraiment, tu sais qu'il va y avoir un enseignant qui va dire, ou quelqu'un qui va être là pour vraiment bien encadrer, pour pas mettre en péril le reste. Cette philosophie-là, je veux dire, c'est parfait. C'est de même que tu dois faire ça avec n'importe quelle autre passion. C'est pas pour rien que c'est surtout dans des milieux défavorisés, par exemple, que tu vas avoir énormément de sport, basketball ou peu importe, parce que ça fait une place où est-ce que les jeunes peuvent être au lieu de se mettre dans la merde ailleurs. Je suis pas en train de dire que les gamers vont tomber dans l'abus et se mettre dans la merde, mais ça reste quand même, ça peut être une réalité. Et moi-même, j'ai déjà eu des élèves que visiblement ça gamait trop. Ils venaient parler avec moi parce qu'ils savaient que j'étais gamer. Mais après, je parlais avec les parents, me disaient, ouais, mais c'est parce qu'il fait que ça.
ça m'a pris du temps, tu sais, une couple de mois, je tisse des liens avec les élèves, là, je dis, t'es sûr que tu joues pas trop? Puis tu sais, là, j'essaie de gérer des choses avec lui, puis finalement, tu sais, il se met sur le droit chemin. Mais je pense que les clubs e-sport, ça peut faire ça, tu sais, ça peut les encadrer, ça peut les propulser même dans une passion et même devenir peut-être des compétiteurs professionnels plus tard. Mais un vrai compétiteur professionnel, il sait quand même qu'est-ce qu'il doit respecter. Tout ce qui est carrière, études et tout ça, là, il va le respecter quand même. Je vais souvent comparer avec le sport plus traditionnel, les équipes de hockey et tout ça. Je veux dire, faut pas non plus mercantiliser l'idée des clubs dans les écoles secondaires ou plus tard au cégep. C'est cool, l'idée des clubs écoles secondaires ou même au cégep. Ça crée un bassin très, très cool de gamers. Tu auras quelques superstars. Ça fait un bel encadrement et tout ça, mais le but premier, je pense, c'est de bien alimenter une passion, de créer une culture, de réagir à une culture qui existe. Si c'était pas là à l'école, le e-sport et la culture e-sport va quand même être là. Faut juste bien l'encadrer. Mais de là à dire que c'est carriériste de faire ça, c'est comme dire je m'en vais au hockey pour devenir professionnel à LNH. Ça marche pas de même, malheureusement. Fait qu'il faut juste faire attention, je pense. Il faut garder l'idée qu'on est là pour alimenter une passion et bien encadrer. C'est certain, ce que j'entends le plus souvent, c'est « ouais, mais c'est pas un sport ». Puis là, c'est là que je reviens tout le temps à défendre cette idée-là qu'on entend souvent. Et effectivement, je peux comprendre que ça peut apparaître de cette façon-là, que j'aurais même certains sports que malheureusement, c'est plate, je vais le dire, mais je trouve qu'Hearthstone, j'ai de la misère à le voir là-dedans. T'sais. Par contre, j'ai pas de difficulté à le voir là-dedans pour LoL ou encore, je sais que Overwatch est là-dedans, entre autres. Il y en a un autre que j'oublie. Là. Mais ce sont des sports ce sont des sports qui sont collectifs. Rocket League est là-dedans, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est des sports qui sont collectifs. Il y a d'autres gens qui communiquent ensemble. Et nécessairement, il y a des habiletés physiques qui sont demandées incroyables. Et ça revient à dire ce que Simon disait. Il doit avoir un encadrement autour de ça. Et c'est comme ça aussi pour les sports de compétition, les vrais sports. Je suis entraîneur aussi de flag football. Je sais comment ça fonctionne au niveau du RSEQ, au niveau collégial. J'ai entraîné quand même quelques années là-dedans. Je suis conscient de la sphère aussi au niveau des différents, comme exemple du sport-études et autres. Je pense honnêtement que le sport électronique a sa place au niveau secondaire et collégial. Primaire, c'est trop tôt. Il faut commencer au secondaire et collégial. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un encadrement autour de ça. Comme le RSEQ s'assure que les entraîneurs de football ne prennent pas des secondaires 1 puis leur disent tous, rentrez-vous tête première un à côté de l'autre. Malheureusement, c'est ça qu'il faut éviter aussi de voir dans le e-sport. Et malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas, je trouve actuellement, assez de formation pour ces entraîneurs-là. Il y a les PNCE qu'on peut faire dans les différents niveaux de sport et d'entraîneurs. On a plusieurs niveaux différents qu'on peut aller chercher. Je crois que ce genre de choses-là doit être essentiel pour un entraîneur de e-sport pour s'assurer que justement, ils ne disent pas des choses qui n'auraient pas de sens. Là. Un peu, malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est plate, je vais viser des choses, mais comme le hockey mineur, où malheureusement, ça arrive, il y a des entraîneurs qui ne savent pas ce qu'ils font là parce que l'encadrement n'est pas encore au point, malheureusement, puis c'est tellement gros que je peux comprendre, c'est difficile à gérer, mais il faut s'assurer qu'on ne se met pas les deux pieds parce que justement, il y a déjà une image négative de tout ça. Il faut s'assurer de mettre en place un système qui s'assure que tous les entraîneurs qui vont s'occuper de ces jeunes-là et des personnes qui vont s'occuper de ces équipes sportives-là aient, dans le fond, les connaissances pour réussir à s'assurer qui n'enseignent pas ou qui ne fassent pas n'importe quoi, là. De passer les habitudes de vie en premier lieu, puis de s'assurer que, justement, ça soit l'esprit d'équipe puis la coopération qui soit mis de l'avant pour développer les savoir-être en première partie. En début de carrière, on m'avait souvent dit, tu vas venir enseigner, tu prépares des jeunes à des emplois qui n'existent pas dans 10 ans. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Les jeunes qui sont dans nos classes présentement vont tomber sur le marché du travail et dans une dizaine d'années vont avoir accès à des emplois qui n'existaient pas au moment, dans le fond, que tu le présentes. C'est certain que dans le domaine du jeu vidéo, de façon générale, il y a beaucoup d'ouverture. Puis par rapport, dans le fond, au sport électronique, c'est certain qu'il y a un développement présentement au Québec, un boom depuis 2-3 ans. Mais avoir le sérieux, je veux pas, dans le fond, peut-être viser, dans le fond, au niveau secondaire, parce que au secondaire, c'est très embryonnaire présentement de ce qu'on voit. Un peu comme Jeff disait, ça a besoin d'encadrement. Puis j'aurais pas mieux dit finalement. On s'entend que le speech de tantôt était parfait. C'est que
au niveau collégial, on voit un développement qui est... Ouais, exact, Simon. Au niveau collégial, il y a un développement présentement dans certains cégeps que la chose, en fond, est prise avec un très grand sérieux. Je suis allé faire la visite du cégep de Thetford-Mines avec justement certains de mes jeunes au secondaire, ça fait à peu près un mois de ça, pour présenter, dans le fond, leur projet qui va être mis sur pied, dans le fond, qui est mis sur pied présentement, mais vraiment très ouvert pour les prochaine, dans le fond, session qui s'en vient. Et c'est pris d'un sérieux, dans le fond, qui est méthodique. C'est encadré pareil comme leur sport scolaire. Donc, les clubs élites, dans le fond, vraiment, ce qu'ils considèrent comme le A et le B, vont devoir avoir au sein de leur horaire des périodes attitrées au niveau, dans le fond, de l'étude. Donc, ils ont un local d'études où ils doivent être présents, ou que les coachs sont présents, ou qui, s'ils sont pas présents, ben c'est certain que non seulement tu benches, mais on s'entend que probablement, dans le fond, tu feras pas partie de l'équipe. Et également, des périodes à l'horaire rajouter en fond de formation physique, donc en fond de l'entraînement en salle, du conditionnement physique, afin de justement donner des habitudes dans le fond qui sont saines. Mais le mot d'ordre, je pense, c'est vraiment l'encadrement. C'est la notion de comment je pourrais dire, c'est ce qui est souvent dans le fond présenté, c'est de moins jouer, mieux jouer, puis de mieux investir ses heures. Et avec les jeunes que j'ai travaillé, c'est certain que c'est pas parfait, mais je l'ai vu avec certains qu'ils étaient plus autonomes, plus aptes. Fait que pour certains, de façon générale, faut pas voir ça comme une panacée disant ça va régler tous les problèmes là. Mais pour certains cas, on voit vraiment dans le fond quand même une différence au niveau pour cet encadrement-là que ça fait un très grand bien. Oui, si je peux continuer un peu ce que tu disais, les raisons qu'on peut aussi amener, il y a quelque chose que je trouve qu'au collégial, je pense que c'est là que peut-être qu'il y a le plus de place au développement actuellement, parce que d'un, il y a un peu plus de budget, je pense, pour les activités parascolaires. Ça peut se développer un petit peu plus rapidement dans les collégiales. Puis, veut pas, il y a aussi une compétition entre les cégeps. Hein? Donc, c'est pour ça que les cégeps de région investissent, entre autres, là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être réussir à aller chercher des étudiants qui sont prêts à déménager ou aller plus loin pour justement aller s'installer dans ces cégeps-là. Donc, cette compétition-là amène un budget qui permet de justement développer un petit peu plus d'encadrement. Puis, ce que j'aime beaucoup, étant donné que, comme je dis, j'adore l'esprit d'équipe, j'adore les sports point, que ce soit électronique ou les vrais sports. Et la raison principale, c'est de pouvoir compétitionner contre d'autres gens puis de connaître d'autres personnes là-dedans. Quand tu arrives au cégep, malheureusement, un étudiant qui n'a jamais joué au hockey, il ne rentre pas dans l'équipe collégiale de compétition. Là, je te l'annonce tout de suite. Là. Tu peux jouer, j'avais joué 8 ans avant, mais je n'aurais pas rentré dans cette équipe-là. Puis pourtant, je n'étais pas mauvais. Là, mais puis la même chose pour le football, puis c'est la même chose pour le basketball. Si tu ne fais pas 6 pieds 2, tu ne rentres pas dans cette équipe-là. Là. Je veux dire, rendu au cégep, il y a 4000 étudiants. Fait que, malheureusement, il y a même des étudiants qui peuvent être quand même assez compétitifs, être quand même assez sportifs, puis pas être capable de rentrer dans aucune équipe. Le e-sport n'a pas de limitation. Ça veut dire que un étudiant qui veut s'investir dans une équipe et être capable de développer ses habiletés dans cette compétition-là va pouvoir entrer dans cette équipe-là puis va avoir sa place, même s'il fait peut-être 120 livres puis que malheureusement, il n'y a pas une discipline sportive qui va le prendre parce qu'il n'y a pas la shape pour pouvoir le faire. T'sais. Donc, je trouve qu'il y a aussi un procédé qui est incroyable de justement de pouvoir avoir n'importe qui va vivre l'esprit d'équipe, vivre c'est quoi être dans une équipe, puis d'être encadré par un entraîneur, puis vivre la compétition, puis se faire aider par d'autres étudiants, puis ainsi de suite. Cette ambiance-là est malheureusement limitée pour certains étudiants, puis au secondaire, je pense que les différents sports sont plus ouverts, il y a plus aussi de compétition pour le plaisir. Au cégep, ça disparaît un petit peu malheureusement. Puis je trouve ça le fun que le e-sport puisse réussir à faire ça, de pouvoir dire que n'importe qui peut réussir à faire l'équipe en tant que telle, ou presque. Là. Je pense que ça vient à éduquer beaucoup les élèves par rapport à cette problématique-là. C'est un peu comme, je vais le comparer à quelque chose que le monde connaisse bien, mais mettons la drogue. Si jamais il n'a jamais entendu parler du mot pot puis joint dans sa vie, puis qu'à un moment donné, il se le fait proposer, puis qu'il apprend un peu là comment c'est quoi, puis c'est quoi cette affaire-là, ben nécessairement, vu qu'il n'est pas renseigné, il peut peut-être embarquer là-dedans avec
sans trop savoir dans quoi qu'ils embarquent. Donc, c'est un peu la même chose, je pense, avec les jeux vidéo, où s'il y a une connaissance de savoir, bon, c'est quoi la cyberdépendance, je suis capable de l'identifier, je suis capable de comprendre c'est quoi les signes précurseurs, je sais c'est quoi la cyberdépendance, je peux donner des exemples concrets, ben, il sait que si je m'embarque là-dedans, ça veut dire que si je commence à consommer ce genre de produits-là, des jeux vidéo et ainsi de suite, puis je veux essayer de compétitionner, je veux devenir un peu meilleur, puis j'augmente mes nombres d'heures, mais que ça continue pas à nuire à ma vie extérieure, que je continue à faire de l'activité physique, que je m'assure d'avoir une vie sociale, que je suis capable de bien manger, que je continue à me laver. Tu vois, c'est le genre de choses que on le sait qui va attaquer les personnes qui sont affectées par ça. Donc, si cet élève-là est éduqué à cette problématique-là de la cyberdépendance, est capable de justement aller chercher ces points-là qui fait en sorte de dire OK, j'ai peut-être un problème. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas le goût de me laver ou ça fait 2-3 jours que j'ai pas parlé à personne. C'est peut-être le temps que je me réveille. S'il est conscient de ça avant qu'il arrive dedans, c'est là qu'il va être capable d'aller chercher les outils puis le besoin pour pouvoir sortir de là. Et je pense que c'est vraiment dans l'éducation de cette problématique-là qu'on va éviter la problématique. J'ai la même opinion par rapport aux autres problèmes comme la drogue, exemple, où je crois que c'est important d'éduquer nos étudiants, nos élèves par rapport à cet aspect-là. L'autre exemple que je pourrais donner, il y a, tu sais, on parlait que dans les écoles, ils coupaient la malbouffe, puis que maintenant, c'est juste comme sur le campus, on trouve juste de la bonne nourriture. Mais vous pouvez regarder là, les statistiques. À moins d'une polyvalente là, de quelques milliers d'élèves, c'est comme 95% du temps, il y a un McDonald's à moins d'1 kilomètre. Là, okay? Puis souvent, moins de 500 mètres. Là. Donc, si tu dis pas ces élèves-là à dire de prendre les bons choix, c'est sûr qu'il va traverser la rue et va aller chercher un McDo l'autre bord. Là. Donc, il doit être conscient que c'est une problématique, que oui, ça peut être peut-être bon dans la bouche, mais que c'est peut-être pas bon tout le temps. Puis, à partir de là, de prendre des bonnes décisions, il va s'éviter qu'éventuellement, être pas capable de gérer ça par lui-même. Parce qu'il y a eu une éducation par rapport à ça, puis il est capable de prendre des décisions éclairées. Je crois que c'est quelque chose qui est primordial de laisser l'étudiant prendre des décisions, mais surtout d'avoir qu'il faut qu'il y ait tous les outils pour les connaissances pour pouvoir prendre ces décisions-là. Ben, je peux confirmer, dans le fond, Jeff, le voisin, dans le fond, de l'école secondaire que je travaille, c'est un McDo, donc la théorie est vraie. Et je peux te dire, dans le fond, massivement, malgré, dans le fond, qu'ils ont enlevé la malbouffe, ça sort le midi, c'est la moitié de l'école qui se vide dans le temps de le dire. Puis il y a un line-up, dans le fond, à chaque midi, dans le fond, pour aller chercher, dans le fond, si quand c'est pas le McDo, c'est genre juste en face, il y a un couche-tard, dans le fond, qui sert, dans le fond, des hot dogs puis des tacos, des trucs genre. Mais la notion de dépendance, à la base, en fond, c'est un sentiment, dans le fond, une action, dans le fond, pour venir se protéger contre quelque chose, pour, dans le fond, pallier à quelque chose souvent. Fait que des fois, il faut essayer, dans le fond, de saisir aussi pourquoi que le jeune est dépendant. Des fois, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes, dans le fond, qui sont rattachés à ça. Puis, ben, à partir de là, peut-être à travers du jeu, ben, il se sent compétent, il se sent bien, il se sent valorisé. Fait que des fois, c'est d'essayer de trouver aussi, à peu près comme n'importe quel travail qui est fait avec de la dépendance, avec n'importe quel travail qui est fait de n'importe quel intervenant, c'est souvent, dans le fond, de saisir, OK, c'est quoi la source de la dépendance, c'est quoi le problème à la base, et qu'est-ce qu'on veut remplacer, finalement, à travers cette dépendance-là. Puis on se cachera pas, dans le fond, la cyberdépendance, puis je le vois parce que j'ai 2 filles à la maison, c'est pas juste, dans le fond, le jeu, on en a tous un dans la poche, mais le cellulaire, c'est hyper, dans le fond, ils sont collés là-dessus, là, facilement. Ça devient le média de communication au niveau de la socialisation aussi. Fait que de venir à encadrer, de venir à doser, de venir à expliquer. Et si on voit un comportement, tu sais, comme Jeff l'a si bien expliqué, qui devient dans le fond très problématique ou que la personne oublie de se laver, oublie dans le fond de manger, oublie de faire finalement des choses de base pour pallier, dans le fond, pour venir à sa dépendance, ben, il faut en venir à revenir à la source puis à venir à bien comprendre, dans le fond, c'est quoi le problème à la base aussi, puis de venir le cadrer, comme n'importe quel problème au niveau de la drogue, au niveau, dans le fond, de dépendance au niveau du jeu, ou dépendance au niveau affectif. Ça le cachera pas aussi, qu'il y a des gens, dans le fond, qui développent des liens qui sont totalement toxiques, juste, dans le fond, sur la base, dans le fond, de la dépendance, au même titre, dans le fond, qu'un jeu. Si vous vous souvenez, c'était peut-être 1 an et demi, la dépendance aux jeux vidéo avait été ajoutée dans le DSM. Le DSM étant la Bible, dans le fond, des troubles mentaux, on pourrait dire. Et certains étaient cyniques. Je pense que c'était par problème de compréhension de la situation. Le jeu vidéo n'est pas maladif, n'est pas le problème, dans le fond, mais c'était surtout pour, dans le fond, débloquer des ressources. Quand vous parliez justement de gens qui ne vont pas se laver, des choses comme ça, si quelqu'un ne se lavait pas parce qu'il jouait trop à des jeux vidéo, sinon ça aurait été un autre
une autre pratique qui leur emmenait à ça. Ça aurait pu être quelque chose ils ont l'usage de substances ou d'autres choses. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste l'idée, dans le fond, de faire en sorte de reconnaître que ça peut être problématique et ça fait juste légitimer l'idée que, tu sais, jouer à des jeux, ben, il faut juste l'encadrer, il faut juste éduquer les gens, puis voilà, c'est tout. T'sais. Mais les gens qui sont cyniques, qui vont rire de « Ah, un jeu vidéo peut être une maladie », je veux dire, non, faut juste comprendre l'idée. Oui, il y a des gens qui peuvent avoir des troubles et c'est pour ça l'importance d'encadrer. Malheureusement, on va revenir au matériel qui a comme beaucoup de difficultés. J'adore le VR, entre autres. Il y a beaucoup de jeux que j'adore là-dessus, parce que, entre autres, c'est physique, puis j'adore ce principe-là. Par contre, nécessairement, c'est dispendieux en matériel. Ça demande aussi des connaissances de la part de l'utilisateur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais mis ça sur sa tête, c'est difficile de l'utiliser correctement. Je sais par contre qu'actuellement, c'est déjà utilisé dans les universités au niveau de la bio, entre autres, où les étudiants en médecine peuvent vraiment comme explorer, puis grandir, puis rapetisser un corps humain, puis rentrer littéralement dans les vaisseaux, puis dans chaque partie du corps. Donc, il y a des outils comme ça qui sont développés. Malheureusement, je crois que dans un cadre scolaire au niveau secondaire, exemple, ou entre autres en éducation physique, ce qui serait beaucoup plus logique de voir dans les prochaines années, je crois, c'est plus du AR, donc de l'Augmented Reality, qui existe entre autres déjà dans des gymnases, où justement avec un projecteur, là, on fait défiler des choses au mur, puis là, il faut qu'il lance des ballons sur certaines cibles, puis là, il y a plusieurs jeux comme ça qui est utilisé. Donc, je pense que le principe, là, encore une fois, c'est peut-être moi qui pars trop loin dans tout ce qui est science-fiction, là, mais je crois que un augmented reality dans une couple d'années va être vraiment plus intéressant à utiliser, d'utiliser un hologramme que tout le monde peut se mettre autour, puis vraiment interagir rapidement avec sans avoir besoin de l'outil du casque, puis je ne sais pas exactement comment ça pourrait fonctionner. Est-ce que le monde, on pourrait juste avoir une paire de lunettes traditionnelles, mettons, ou légères, puis là, à partir de là, on pourrait tous voir le même objet sans que ça soit aussi coûteux? Si ça évolue dans cette direction-là, oui. Pour l'instant, le matériel est une limitation. Juste avoir un ordinateur pour un étudiant, c'est assez difficile. Donc, imaginez actuellement d'être capable de fournir des casques VR et tout. Malheureusement, il y a trop de limitations. Par contre, d'un autre côté, si je me rajoute une petite chose rapide, à l'activité physique, tu sais, j'ai entraîné la boxe, mais je vois bien les pressions que ça a sur le cerveau quand tu as fait ça pendant 25 ans. Donc, à quel point ça serait pas possible de faire un vrai jeu de VR. Il y a quelques jeux de boxe qui existent, puis ça réplique pas encore très bien, mais je pense qu'on peut peut-être réussir à éventuellement se rendre là, puis avoir une compétition sportive vraiment intéressante avec ça. Ça pourrait peut-être se faire. Mais on s'éloigne un peu de la pédagogie. Je vais être bref là-dessus. J'ai déjà eu la chance de faire un panel justement avec des développeurs qui travaillent en VR. L'avenir, premièrement, là, on parle tous de la VR comme si c'était l'Oculus avec les trucs pour les mains et tout ça. La réalité virtuelle, la majorité du marché, là, c'est vraiment juste tu fous ton cellulaire dans un casque. L'avenir de la VR, bien, j'ai mon Oculus, j'adore mon Oculus et tout ça, là, mais l'avenir de la VR, c'est dans le mobile. Vraiment. C'est une technologie qui va toujours évoluer beaucoup trop vite. Ça ne sera jamais intégré dans les écoles. Pour que ça soit démocratisé dans une école, l'école qui va acheter des sets VR pour une classe, ça va être l'école la plus stupide qui a trop d'argent. Ça n'y arrivera jamais. Là, vraiment. Par contre, du VR avec des cellulaires, il y a un potentiel. Visiter un musée, c'est surtout pour histoire-géographie. Écoute, visiter un musée, visiter un pays, une expérience narrative dans tous les sens où ton interprétation de l'histoire est différente en français ou en anglais, selon où est-ce que tu regardes. Le potentiel là-dessus, pédagogique, est remarquable et accessible. Par contre, on est au début de ça. Vous avez peut-être déjà essayé votre cellulaire là, en VR, là? Pas génial non plus. Attendez encore un petit 5 ans, là, je vous dirais. Là, quand la vraie bonne VR sans fil avec de l'Internet vraiment rapide va arriver, on parle peut-être dans 5-10 ans, là, quand le 5G va être là puis que les Chinois vont nous posséder, là, on va en rediscuter. Alors, c'est sûr que c'est un outil pédagogique de l'avenir, mais on n'est pas encore rendu là, puis l'avenir est dans le mobile. Pour ceux qui l'ont lu, en fond, Ready Player One, moi j'attends vraiment ma classe où que tout le monde va être en VR chez eux puis que je peux muter mes élèves, en fond, que j'aime moins. Mais je pense que c'est ça. Comme Simon disait, tout va passer à travers le mobile. De ce que j'ai vu présentement, parce que je suis sur un comité à l'école au niveau justement de l'implantation des technologies au sein, dans le fond, de l'école, mais également au sein de la commission scolaire. C'est beaucoup développé au sens, en fait, du bring on device, fait d'utiliser le cellulaire de l'élève,
puis de venir complémenter, par exemple, avec un casque, dans le fond, que tu pourrais rajouter des trucs genre. Il y a des applications, par exemple, comme Exploration par Google, où que tu peux vraiment aller faire des visites 3D, ou que tu peux créer ton activité, puis que tu peux, dans le fond, t'improviser un peu guide touristique d'une certaine manière, c'est que tu prévois déjà l'activité, dans le fond, la visite qui est faite. Puis le jeune, en fond, ajoute un code QR à scanner, puis ça va le guider dans l'activité que tu vas avoir. Puis c'est vraiment une combinaison des deux, je dirais, de ce qui est testé présentement, beaucoup dans le fond sur l'augmented reality aussi, comme Jeff disait, dans le sens d'avoir des activités du genre que tu imprimes un code QR que l'élève va venir à scanner avec son cellulaire. Et avec son cellulaire, lui, il va voir en 3D au-dessus de la feuille, par exemple, des parties du corps comme le cœur, l'œil. Pour un cours de biologie, c'est super. J'ai un de mes collègues, dans le fond, qui l'a essayé, puis ça fonctionne super bien. Ou que tu peux juste, dans le fond, te faire des stations de travail où tu passes et que tu vas voir. Puis que le jeune, dans le fond, peut voir en 3D la modélisation de la partie qui devait travailler. Puis, mais c'est toujours complémenté avec un support papier pour prendre des notes ou pour pouvoir être évalué. Ça devient, c'est un peu comme on disait tantôt avec le jeu en classe, ça va devenir un moteur, un véhicule, mais c'est pas l'enfant la fin en soi, c'est pas l'ensemble de la voiture, c'est vraiment juste une partie soit pour faire de l'introduction ou soit pour l'enfant complémenter ce qui va être enseigné en classe pour rendre ça un peu plus attrayant. Il y a un jeu qui s'appelle, je pense que c'est même gratuit, qui s'appelle A Simple Lost Phone. Est-ce que c'est vraiment, dans le fond, c'est une app que tu vas avoir sur ton cellulaire, puis c'est l'équivalent que tu as trouvé le cellulaire de quelqu'un qui traîne à terre, puis dans le fond, tu explores les messages textes de la personne, puis tout ça, des mini-puzzles, ça se fait peut-être en 1 heure, puis là, tu découvres l'histoire d'une personne, son passé, en fouillant dans son cell. Je pense que, tu sais, on fait des compréhensions de texte en français, en anglais. Je pense que ça serait un exemple fantastique d'intégrer du jeu vidéo dans un cours de français ou d'anglais. Tu découvres une histoire différemment, mais c'est les mêmes processus quand même qu'une compréhension de texte habituelle. Alors, moi, je pense que ça, là, c'est un super bon exemple. A Normal Lost Phone, on l'a mis justement dans le chat, super. Et l'autre, c'est moi qui vais le mettre dans le chat. Je sais pas si j'ai le droit de mettre des links. On va voir si ça se coupe. Non. GeoGuessr, c'est vraiment, t'es perdu dans Google Street View, n'importe où dans le monde. Puis là, tu peux mettre un timer, tu peux faire des paramètres, puis il faut que tu trouves où est-ce que tu es. Écoute, faire ça avec mes élèves, ça développe absolument toutes les compétences de la géographie, de se localiser, d'observer autour, de voir le paysage et d'utiliser le jugement. Je fais des compétitions avec mes élèves et tout ça, là. Et honnêtement, là, allez sur ce jeu-là, je suis sûr que vous allez triper, vous allez jouer toute la soirée, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Tu peux envoyer des challenges à des amis et tout ça. C'est fantastique. Oui, j'en avais 2 projets que je voulais faire éventuellement avec mes cours en anglais. J'aimerais juste parce que tu as parlé SimCity, OK, que c'est un de mes jeux préférés, il faut qu'on en parle. Dans l'édition spéciale que je vous montre là, il y a une interview avec Mr. Wright, qui est dans le fond le créateur, puis qui explique justement qu'est-ce qu'il voulait nous faire apprendre aux élèves, ben pas aux élèves, mais aux gens qui jouent à ce jeu-là. Puis c'est fou à quel point j'ai réalisé comment Longueuil, c'est ma ville natale, était construite. Tu sais, j'ai compris les raisons de résidentiel, puis quel point, genre, chaque impact avait sur quoi. Puis évidemment, ma maison est pas à côté d'une usine. Donc, tu sais, c'est OK, je comprends qu'il faut que ça soit là, puis il faut que ça soit proche des grosses routes, puis des artères. Puis j'ai comme compris l'urbanisme, puis j'étais comme en 4e année du primaire. Donc, vraiment cool comme idée SimCity, c'est tellement bon. Sinon, 2 idées que j'avais pour mon cours d'anglais, c'était Keep Talking, Nobody Explodes, qui est dans le fond un jeu où on doit pas faire exploser une bombe en discutant avec une autre personne. Ce que je pensais faire, c'est d'amener le livre en anglais. Puis là, c'est bien sûr, je vous dirais pour anglais avancé, là, fait que secondaire 3, 4, 5 peut-être, là, prendre le livre en anglais, puis ensuite le comprendre, c'est-à-dire le traduire, essayer de mettre des mots en français autour, puis pouvoir la noter au maximum. Puis ensuite, là, des mettre en action avec la bombe qu'ils doivent diffuser, là, donc pour désamorcer, là. Donc, vraiment le jeu incroyable à jouer, là. C'est comme un jeu de société, mais un jeu vidéo en même temps. L'autre que j'aurais voulu essayer, c'est qui était gratuit sur Epic Store là, dernièrement, Stanley Parable, où je voulais justement, on parlait de narration, là, donc justement, il embarque dans le jeu, puis là, il y a des directives qu'il reçoit d'un narrateur. Il va les suivre ou pas les suivre. Puis j'aurais voulu qu'ils m'écrivent un texte par rapport à pourquoi ils ont pris telle décision à tel moment, pourquoi ils en est là-dedans, puis de donner leur cheminement logique. En anglais, on a la chance de juste pouvoir évaluer ça de cette manière-là en disant il a compris qu'est-ce qui a été dit, puis il comprend en écrivant en anglais. Donc, c'est le genre de 2 jeux que j'aurais voulu expérimenter en anglais, entre autres.
Ben, c'est certain que je vais surfer sur ce qui a été dit. Je vais juste repenser en fois à GeoGuessr. Je ne sais pas, Simon, si tu l'as vu, mais j'avais trouvé ça vraiment drôle. Il y a une gang, dans le fond, en Europe qui ont fait des speedruns de ça. Puis ils s'affrontent en équipe. Puis il fallait que tu trouves le plus rapidement possible. OK, parfait, il faut que tu trouves un tracteur. Fait que là, ils débarquaient, dans le fond, dans une rue. Puis là, ils avancent, t'avances. Puis là, OK, j'ai vu mon tracteur. Fait que là, tu sais, ils pouvaient cocher. Puis c'était l'équipe qui terminait avant. Fait que c'est vraiment intéressant à voir. Mais, tu sais, je vois dans le fond plusieurs très bonnes suggestions aussi dans le chat. Tu sais, je parle dans le fond je pense à Firewatch ou tu sais, il y a Dear Esther dans le fond qui a été suggéré, Stanley Parable. Mais c'est certain que ça fait des années que j'y pense parce que avant d'enseigner, dans le fond, j'ai un background en informatique, puis j'ai fait de la programmation, puis j'ai encore des amis qui sont dans le domaine. Mais de structurer une histoire sur l'ensemble de la classe, que j'ai des gens qui commencent l'histoire, la débutent et la fin, puis qu'on construit le jeu, dans le fond, par exemple, dans RPG Maker, puis de construire l'histoire serait vraiment intéressant. Mais à chaque fois, ben, soit que j'ai été limité dans le temps ou j'avais des notions à voir en classe, fait qu'on n'avait jamais le temps de penser à dire hey, je vais me lancer dans un projet comme ça. C'est un peu, dans le fond, de très grande envergure. Mais avoir du temps, avoir un groupe qui est déjà un peu allumé en anglais ou que je pourrais vraiment pousser, probablement je m'amuserais à faire une histoire complète là, qu'on pourrait coder ensemble. Ben, c'est certain que j'espère, dans le fond, qu'on va continuer à développer dans l'utilisation des jeux, mais c'est certain qu'il faut que ce soit très bien structuré. C'est pas mettre juste une carotte sur le bâton, puis c'est ça qui va faire que magiquement, dans le fond, notre élève va réussir. C'est un beau moteur, dans le fond, de progression au niveau de l'éducation, au niveau du développement personnel, mais ce n'est pas que ça. Mais je vais utiliser le mot de la fin, si vous me permettez de faire une shameless plug. Ceux qui veulent venir faire un tour, demain soir, je vais faire un petit jeu questionnaire justement sur les jeux vidéo. Fait qu'on peut combiner d'autres activités de parascolaire comme Génie en herbe également. Enfin, je fais ça dans le cadre de justement Gamers en quarantaine. Donc, si jamais vous avez le goût de venir participer, venir vous affronter sur des jeux questionnaires, voilà. Donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que nous avons discuté beaucoup de l'utilisation de jeux vidéo concrètement dans un environnement pédagogique. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser des activités pédagogiques qui utilisent des principes de jeux vidéo. Donc, on peut se poser un peu la question à l'inverse si on veut. Ou, exemple, dans un travail de recherche pédagogique que j'ai fait récemment pour le 2e cycle, j'ai utilisé dans le fond des principes de skill tree dans mes cours. Donc, il n'y avait pas de jeu vidéo, mais j'ai utilisé un skill tree qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans Civilisation pour réussir à structurer mes connaissances dans mon cours. Donc, je trouve que l'idée aussi peut se faire à l'inverse. On n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi quelque chose qui est possible d'utiliser des principes de jeux vidéo, mais dans un cadre pédagogique, dans une activité qui n'a aucunement de jeux vidéo à l'intérieur. Mais pourtant, je suis allé chercher des affaires qui étaient là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses que les jeux vidéo font très bien. C'est pas pour rien qu'on reste accroché aux jeux vidéo. C'est parce qu'ils ont réussi à nous motiver d'une certaine manière qu'on devient accroché. Fait qu'imaginez si on peut réussir à présenter notre contenu de cette même façon-là. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Je termine aussi avec une petite plug personnelle. Donc, si jamais vous avez intéressé à un peu ce que j'ai dit, vous pouvez venir suivre Killtroll TV sur YouTube, sur Facebook. Donc, j'ai entre autres une vidéo qui parle du e-sport. Ça en a fait partie. Donc, si vous êtes intéressé à m'entendre parler un peu plus, vous pouvez aller me regarder là-dessus. Puis, je vais avoir d'autres activités pour, dans le fond, Gamer en quarantaine, où dans les prochaines semaines, je vais probablement avoir un petit vidéo explicatif sur les principes motivationnels, puis sur les principes de motivation, exemple, en lien avec les jeux vidéo. Donc, ça va être quelque chose qui va être super intéressant, entre autres, à venir regarder si ça vous intéresse de pousser le sujet un peu plus loin. C'est drôle parce que Jeff a dit un peu ce que je voulais dire, c'est que les enseignants méritent effectivement d'apprendre des processus de gamification ou de l'édification, comme on veut, d'apprendre à utiliser des patterns de jeux vidéo. Et ça, dans le fond, on peut apprendre ça carrément. Ça devrait pas venir de nulle part. Il faut apprendre ça des game dev. On peut l'apprendre, mais l'inverse doit se faire aussi. Je pense qu'on est outillé pour intégrer des jeux vidéo dans une école ou dans une classe, mais c'est que faut que les développeurs de jeux vidéo le fassent davantage. On parlait d'Ubisoft qui le faisait, mais ils l'ont fait avec un seul jeu. Il n'y a aucun autre jeu AAA que vraiment, il y a eu quelqu'un spécialisé en éducation qui a fait
comment est-ce qu'une école pourrait l'intégrer, mais je pense qu'il y a un marché, il y a de l'avenir là-dedans, et ça serait génial, ça serait un bon move. Il nous en faut plus de ça. Shout-out à Affordance Studio aussi, qui est un studio montréalais qui fait justement des jeux à intégrer dans des écoles, mais c'est surtout avec le primaire. Ils font des choses avec AlloProf et des trucs de même. C'est très, très cool, mais il en faut plus, et on en veut dans le AAA, on en veut dans les gros jeux également. Là. Mettez un conseiller pédagogique travailler là-dessus là, pendant quelques mois, là, puis il pourrait faire des outils absolument géniaux. Puis moi aussi, je vais faire une plug. J'ai un magazine, multijoueur.ca. On a un podcast qui s'appelle le Multicast, où est-ce que je parle avec plein de monde de l'industrie, puis on a du fun, puis on analyse ça, puis c'est ça. Puis c'est tout.